Les informations sur le document qui est sous vos yeux m'ont permis de vendre des offres en community management entre 1000 et 3000 euros par mois à des entreprises et c'est également le document que nous donnons aux élèves de notre accompagnement, la boussole du CM. Donc aujourd'hui, je vous fais faire un petit tour sur ce document qui n'est qu'un document parmi tant d'autres que l'on donne en ressources aux personnes que l'on accompagne. Je ne vais pas tout vous montrer évidemment, juste certains points clés. Le reste, c'est évidemment pour nous et les personnes que l'on accompagne. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir comment vous pouvez créer une offre solide qui vous permet de vous différencier et qui vous permet d'être bien payé. Petite introduction sur les offres. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui se lancent, elles vendent des offres de commodité. Ce ne sont pas des offres qui vont permettre de voir des résultats pour les clients et aussi de bien se rémunérer. Les offres que l'on voit la plupart du temps, c'est je vais créer des posts, je vais répondre aux commentaires, aux messages. Ça, c'est de la commodité. C'est facilement remplaçable aujourd'hui des fois par de l'IA, par des personnes vraiment pas chères du tout. Et vous ne pouvez pas vous positionner et vivre de votre activité juste là-dessus. Ou alors, il va falloir être vraiment pas cher, avoir énormément de clients. Et généralement, c'est pas un bon calcul à faire parce qu'il vous faut un volume beaucoup trop énorme. Le problème, c'est que vous ne vous différenciez pas. Les gens, ils reçoivent énormément de demandes, de messages de personnes qui veulent travailler avec eux. Et si vous ne vous différenciez pas, que vous êtes juste un parmi tant d'autres qui propose de la commodité, ça risque d'être très compliqué. Vous n'allez pas vous différencier à part peut-être être le moins cher. Et comme je vous ai dit, c'est pas une très bonne chose. Aujourd'hui, une entreprise, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que vous augmentiez sa notoriété, sa visibilité et son chiffre d'affaires. C'est les trois principaux points sur lesquels elle est intéressée en fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ses réseaux sociaux. Et une bonne offre, ça résout un problème. Ça apporte une solution à la personne avec qui vous travaillez. Ça permet d'emmener le client du point A à un point B et c'est vraiment le TGV qui transporte le client d'un point à l'autre. Donc, si vous savez répondre parfaitement à un besoin, une problématique de votre client, d'où l'intérêt de bien connaître l'avatar qu'on verra plus tard, vous serez bien rémunéré. Une bonne offre, ça vous apporte les meilleurs clients, maximum de résultats, vous êtes davantage rémunéré, vous gardez les clients long terme. C'est un cercle vertueux à l'inverse du cercle vicieux, qui est tout l'inverse. Quand vous avez des clients bas de gamme, c'est tout l'inverse qui va se passer parce que justement les personnes resteront beaucoup moins parce que généralement elles veulent une Ferrari pour le prix d'une Renault. En fait, vos prestations, elles doivent apporter vraiment... Sur le chiffre d'affaires, c'est le mieux. Mais déjà, en termes de visibilité, de notoriété, de valeur perçue, c'est déjà très bien. Mais vous devez les calculer comme ça. Et ensuite, vous y intégrez, comme on va voir, des prestations dedans. Mais il ne faut pas faire la chose à l'envers. Là, on attire les meilleurs prospects avec ça. C'est ceux qui cherchent les meilleures personnes pour les accompagner. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est compliqué de faire des promesses de gains. Moi-même, je ne fais pas directement des promesses de gains quand je fais des offres. Ça peut être intégré dedans, mais c'est pas la chose parce que ça dépend d'énormément de choses, évidemment. C'est une conséquence du bon travail qui va être fait en amont. Mais même si vous n'y arrivez pas à 100%, est-ce qu'il y a énormément de choses qui rentrent en jeu? Les clients ils peuvent être quand même très contents si derrière votre offre, elle fait le taf, que derrière vous apportez de la visibilité, de la notoriété, des gens sur leur point de vente, sur leur boutique en ligne, etc. Après, la conversion, elle se fait plus que sur du CM des fois, ça dépend vers quoi ils redirigent, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Des fois, sur les offres, les personnes vont se dire, ok, est-ce qu'il faut que je trouve une niche, que je me spécialise, que je sois généraliste? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'avant de créer une offre, il faut savoir à qui est-ce qu'on va s'adresser. Est-ce que c'est intéressant de s'adresser à tout le monde? Je pense pas, bien que c'est pas interdit. Il y a des CM qui travaillent avec tout type d'entreprise et qui vivent de leur activité, ça se passe bien. Mais si votre objectif c'est simplement d'en vivre et que vous avez des opportunités avec plusieurs types d'entreprises, c'est ok, vous pouvez y aller. Être généraliste, c'est pas un problème. Par contre, il y a des avantages. Il y a des avantages à être généraliste, à être spécialiste, excusez-moi, avoir une niche. En fait, vous connaissez ce secteur sur le bout des doigts, donc vous avez un avantage quand vous parlez avec les gens. Vous ne dispersez pas votre communication et votre prospection, ce qui vous rend plus efficace. Les résultats que vous apportez seront plus importants car vous connaissez cette cible comme votre poche. C'est plus facile de devenir une autorité dans ce domaine. Vous parlez exactement au même langage que vos prospects. Vous pouvez montrer des études de cas qui parlent plus à votre prospect parce que si vous travaillez avec un pâtissier et que vous lui montrez une étude de cas d'un autre pâtissier,
en fait, ça lui parlera beaucoup plus. Et vous pouvez facilement dupliquer votre process sur les futurs clients. Parce que vous avez un système et une cible, et du coup, ça se duplique beaucoup plus facilement que si c'était un coach sportif, un pâtissier ou un boulanger. Et également, quand ils vont vous recommander, généralement, c'est à des personnes du même secteur aussi. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a de nombreux avantages qui vous permettent d'aller plus loin. Vous pouvez faire 2000 euros par mois, que vous soyez niché ou généraliste, mais il sera bien plus facile de multiplier cette somme par 10 si vous nichez en termes de cible. Après, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez regarder sur ces 3 points. Vos compétences, connaissances et passion, s'il y a un potentiel financier. Si vous êtes un ancien cuisinier, par exemple, la nourriture vous passionne, se spécialiser dans la restauration vous donnera un avantage sur les autres CM. Vous avez les compétences, la passion et le potentiel financier. Quoique en ce moment c'est un peu compliqué en France les restos, mais quand même, vous pouvez arriver à trouver des choses intéressantes. Par contre, si vous êtes passionné de théâtre, que vous pratiquez, ça sera un peu plus compliqué de travailler avec cette cible, car c'est pas là où il y a le plus d'argent, vous avez compris l'idée. Si je vous donne mon exemple personnel, moi j'ai pas fonctionné par passion, mais juste par connaissance et potentiel financier. J'ai vu que beaucoup de coachs formateurs sur YouTube n'avaient pas de réseaux sociaux à développer, et j'ai proposé de les aider à accélérer sur cette partie. J'ai contacté des gens qui avaient des chaînes YouTube, ils n'avaient pas de Instagram, je leur ai dit on peut réutiliser votre contenu de YouTube en Instagram, je peux en faire des carousels, des vidéos, etc. et on peut développer vos réseaux sociaux comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé en 2020 et que j'ai très vite gagné ma vie avec le CM. Alors maintenant vient la peur du oui, mais si je me niche, j'ai peur de plus pouvoir faire autre chose. Ça c'est faux, ça, c'est un axe de communication, ça ne vous empêche pas de faire autre chose. Si demain vous avez un potentiel deal avec une autre cible, allez-y, ça ne vous empêche pas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il vaut mieux pas savoir qui prospecter et foncer plutôt que de réfléchir pendant des jours et des semaines à qui vous allez cibler en fait. Petit point aussi sur les niches, le e-commerce c'est pas une niche, travailler avec des commerçants c'est pas une niche. Les e-commerce de produits beauté pour femmes c'est davantage une niche, par exemple les restos japonais c'est une niche. Donc soyez pas trop généraliste ni trop spécifique quand vous faites ça. Voilà. Les spécialités, parce qu'on parle souvent de niche mais pas de spécialité. Mais il y a une autre manière de se démarquer et ça c'est les spécialités. En termes de compétences, certains vont être graphistes, photographes, vidéastes, monteurs vidéo, rédacteurs, copywriters, etc. Et c'est un axe que vous pouvez prendre. Par exemple, être le CM expert en vidéo qui font buzzer les pâtissiers. Être un expert en personal branding qui donne une image incroyable sur les réseaux sociaux, chef d'entreprise sur LinkedIn par exemple. Être un CM expert en rédaction et copywriting qui écrit des posts qui font toujours réagir et partager. Et en parlant de LinkedIn, vous pouvez très bien vous spécialiser sur un réseau social en particulier, être l'expert TikTok, Twitter, Pinterest, Instagram, etc. En fait, quand vous débutez, moi je vous invite d'ailleurs à maîtriser qu'un seul réseau social avant de passer au reste. Gérer l'écosystème complet d'un client par la suite c'est intéressant, mais au début, focalisez-vous sur un. Parce que comme ça, vous pourrez davantage gagner du temps si vous débutez et que vous ne savez pas trop. Vous vous focalisez sur un et vous vous dispersez pas trop. Essayez de trouver une spécialité, un réseau social, une cible et vous allez créer une offre par rapport à ça. Le timing et le market fit. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être l'un des points les plus importants, mais c'est pas indispensable pour que vous en viviez. En fait, c'est le moment auquel vous allez lancer votre activité. Est-ce que c'est intéressant de proposer cette offre plutôt qu'une autre maintenant ou pas ? Le market fit, c'est quand un marché a besoin d'un produit-service et que toi, tu arrives au bon moment pour le fournir. En général, c'est des notions qui sont importantes car ça va vous permettre de vendre plus facilement, beaucoup plus cher, beaucoup plus rapidement. Exemple de marché qu'il y a eu, tout ce qui était autour des crypto-monnaies, NFT, métaverse, il y a eu beaucoup de projets sur Twitter, sur Discord, etc. Prestation format vertical, moi je suis allé là-dessus en 2021-2022 et j'ai raflé beaucoup de place sur le marché parce que j'ai contacté énormément de gens qui avaient des chaînes YouTube, à qui on pouvait recycler ce format-là sur TikTok. Donc j'axais vraiment sur TikTok à l'époque, à ce moment-là. Et du coup, ça avait vraiment bien marché. Offre UGC, intelligence artificielle, et actuellement une offre CM avec l'intelligence artificielle, les automatisations, ça peut vraiment tout exploser. Offre OnlyFans, il y a eu à un moment où c'était vraiment la plateforme vers laquelle on travaillait aussi. Il y a eu une tendance où c'était intéressant d'y aller. Maintenant, c'est un peu plus bouché. Quand vous êtes dans le bon timing sur un marché, les entreprises ont ce qu'on appelle le FOMO, donc Fear of Missing Out. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression de louper une opportunité, à savoir peut-être TikTok, le format vertical à l'époque, et que les concurrents vont leur passer devant.
Donc ça, on en reparle dans la partie vente, dans l'accompagnement. Ensuite, on a toute la partie sur l'avatar client. Et ça, c'est l'un des trucs les plus sous-cotés, sous-évalués. Souvent, c'est bâclé, en fait, où les gens ne le font même pas. Un avatar client, c'est un persona. Et c'est le portrait vraiment détaillé d'une personne imaginaire, mais proche de la réalité. Elle a un prénom, un âge, une ville, des passions, etc. Elle a peur de certaines choses et se motive pour d'autres. L'idée de l'avatar, c'est qu'au lieu de parler à des centaines de personnes, vous ne parlez qu'à une seule. C'est-à-dire, c'est à lui que vous adressez quand vous prospectez et vous créez du contenu. D'où l'importance d'avoir en tête cet avatar et de vous l'approprier. Donc comment vous faites? Voici la méthode pour faire un avatar efficace. Vous définissez votre client idéal, vous créez un personnage fictif, vous posez les bonnes questions, vous faites un résumé et vous l'appropriez. Donc là, je ne vais pas tout vous faire, hein, c'est un truc qu'on voit en détail, mais l'idée c'est que premièrement, comment vous le définissez? Par exemple, si vous prospectez, vous voulez comme cible client des pâtissiers, imaginons, le pâtissier, on va faire un personnage fictif, enfin comme ça, normalement il faut faire des recherches, mais imaginons que c'est un homme dans la quarantaine qui veut davantage de gens dans son point de vente. Ses problématiques, c'est qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ses réseaux sociaux, qu'il n'y comprend rien, qu'il a conscience que c'est intéressant parce qu'il a vu des concurrents le faire et qui rafle un peu la mise en local grâce à ça, et il aimerait s'y mettre. Voilà, il y comprend rien et du coup il cherche quelqu'un pour s'en occuper. Et vous pouvez créer un personnage fictif à partir de ça. Il habite ici, il a des enfants, une femme, c'est pas le plus important ça, ces petits détails là, mais quand même ça vous permet d'avoir vraiment une image de la personne, et quand vous parlez, vous vous adressez vraiment à cette personne. Donc Bertrand, 43 ans, chef d'entreprise, etc., etc. Et ensuite se poser les bonnes questions. Quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, façon de parler, quels sont les besoins qu'il a aujourd'hui dans son activité, quelle serait l'offre idéale pour lui, etc. Et vraiment définir tout ça, ça va vous permettre de créer sur mesure une offre aussi pour votre client. Alors, créer son offre étape par étape. Pour y voir plus clair, divisez en 3 étapes votre offre de CM. La partie contenu, donc vidéo, visuel, photo, texte, story, gestion de communauté, réponses, messages et réponses de commentaires. Et ensuite la partie stratégie. Donc ça peut être des collaborations, trouver des partenaires, faire des lives, publications, affiliations avec d'autres personnes. De la stratégie de contenu, veille concurrentielle, analyse de contenu, client qui fonctionne. Stratégie digitale globale, hein, le parcours client que va avoir de la personne quand elle vous découvre jusqu'à ce qu'elle achète. La routine d'engagement, engager avec ton audience, avec l'audience des autres. Stratégie d'influence, etc. Par exemple, si on devait pitcher une offre, ça peut être une stratégie réseaux sociaux multicanal pour être omniprésent en travaillant sur les 3 piliers. L'objectif est d'attirer des personnes dans votre boutique, webinaire, téléphone, email, en fonction de la personne. Là, tu vends sur un gain de temps et d'énergie, la valeur perçue en termes de notoriété et de visibilité, et sur le gain financier, retour sur investissement. Ce sont les bases de chaque prestation, mais il faut personnaliser en fonction de votre cible et dans les détails pour que ce soit et que ça fasse la différence. Donc, entraînez-le à faire avec votre cible. Entraînez-vous à le faire avec votre cible. Par exemple, si on doit le faire rapidement, pour reprendre l'exemple des pâtissiers, vous pouvez vous voyez bien que sur les réseaux sociaux, la plupart des pâtissiers, c'est les vidéos qui fonctionnent bien. La réponse de messagerie, ça peut être par exemple un mini chat qui donne les horaires de la boulangerie, de la pâtisserie, qui redirige peut-être vers de la réservation, ou qui répond à des questions, ou une personne qui répond à des questions. Ça peut être vous qui répond aux questions également, mais aujourd'hui avec l'IA on peut automatiser pas mal de trucs. Mais vous pouvez aussi vous occuper des réponses et messages privés des gens qui veulent venir faire des commandes, qui ont des questions, etc. Donc gérer toute la partie communauté. Après tu as toute la partie story, les textes, etc. Mais ça va être plus sur cette cible, par exemple, de la collaboration. Donc trouver des partenaires, peut-être faire de l'influence. Donc vous avez une pâtisserie à Paris, si vous faites venir tel youtubeur qui fait un challenge dans la pâtisserie, peut-être que ça va faire venir des gens dedans, etc. On le voit avec les lancements des youtubeurs quand ils ouvrent des restaurants. Ils font des événements le premier jour du restaurant, il y a beaucoup de gens qui viennent devant leur resto. Et un resto qui a une bonne com, il arrive à faire ce genre d'événement pour faire venir beaucoup de monde, par exemple. Après, il peut y avoir, en fonction de la valeur perçue que veut la pâtisserie en question, si c'est plutôt de gamme ou bas de gamme, il peut y avoir des choses à mettre en place, comme si vous faites une story, on vous offre XYZ, ou vous avez une remise,
etc. L'idée, c'est d'être viral et que les gens viennent en point de vente. Donc il y a plein de stratégies que vous pouvez mettre. J'ai fait une vidéo complète d'ailleurs sur stratégie réseau social pour un restaurant. Ça vous donne une idée d'offres qu'on peut faire pour des business de food par exemple. Mais vous comprenez l'idée. Et si vous divisez en trois vraiment la manière dont vous faites votre offre sur ces trois piliers-là et que vous remplissez en observant ce qui se fait sur les réseaux sociaux et avec vos idées, ces trois parties-là, en faisant l'offre la plus ultime possible pour vos clients, eh bien, ça sera toujours beaucoup mieux que de prendre l'inverse, comme vous faisiez certainement peut-être avant. En fait, en s'y prenant dans cet axe-là, avec ces trois piliers-là, en remplissant chacun avec la meilleure prestation possible et tout ce qui peut combler la problématique du client, eh bien, vous résolvez déjà beaucoup mieux le problème. Rendre votre offre encore plus irrésistible lors de la vente. Donc là, vous avez fait votre offre globale. Vous en avez fait qu'une, c'est votre offre ultime et c'est la meilleure. On a vu comment vous pouvez la créer. Mais il faut savoir qu'il existe des techniques pour accentuer encore plus cela. Il y a les bonus. Donc ça, c'est à voir. Mais si par exemple, ils ont un bonus d'action rapide, que vous les avez au téléphone et qu'ils prennent vraiment maintenant le truc avec vous, ça peut être des audits, produits numériques que vous offrez, ça peut être du consulting, ça peut être des infrastructures IA que vous mettez en place, ça peut être pas mal de choses, c'est à vous de voir comment vous pitchez votre offre, mais en tout cas, vous pouvez ajouter des choses qui font que si passent à l'action maintenant, ils ont ces bonus-là, c'est à vous vraiment de chercher, de voir. Les garanties, généralement, il s'agit de garanties en termes de résultats et de remboursement. Je vous garantis X résultats en X temps, sinon je vous accompagne gratuitement jusqu'à ce que vous y arriviez, etc. Sur de la prestation de service, c'est vrai que c'est pas le top. Généralement, il faut être très confiant. Moi, j'en fais pas spécialement, ou alors ça va dépendre. Mais en tout cas, ça peut vous aider à vendre, en tout cas au début, si vous avez du mal de mettre des garanties. Voilà, je connais des gens qui le font, ça se passe bien. Des fois, il faut rembourser parce que ça se passe mal. Ça fait partie du jeu, mais en tout cas, les garanties, voilà, satisfait, remboursé. Si on n'atteint pas tel objectif, tel résultat, si vous n'êtes pas satisfait, on arrête. Voilà, c'est à vous de voir comment vous sentez les choses par rapport à ça. Je sais qu'au début, on n'a pas confiance en soi, donc on se dit que ça va pas marcher, que de toute façon, on va avoir un remboursement. La plupart des gens ne vous en demandent pas. Après, voilà, c'est à vous de voir. C'est plus simple des fois sur du consulting, des choses comme ça, que sur de la prestation de service, où ça demande quand même beaucoup plus de ressources. Mais c'est à vous de voir par rapport à ça si vous êtes OK. Urgence, ici, on va jouer sur le fait qu'une offre est à durée limitée ou à des places limitées. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand vous allez les avoir au téléphone, qui vont dire « je réfléchis, je prends le temps, etc. » Mais vous pouvez faire une offre spéciale pour profiter du prix, du bonus des garanties. C'est disponible que 24 heures, ou alors dans cet appel-là, une fois l'appel terminé, vous n'aurez plus accès. Donc prenez votre décision maintenant. Voilà, vous pouvez jouer sur l'urgence. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre de faire passer les gens plus vite à l'action en fait. Je peux accompagner que X personnes, il n'y a pas beaucoup de place, etc. Donc si vous ne prenez pas une décision dans 48 heures, le prix augmente aussi. Ça peut être fait. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut se faire. Là aujourd'hui, je fais à moitié prix sur cette offre-là maintenant, pour X ou Y raison. Il ne faut pas que ça sente bullshit non plus, hein, mais si après ça dépasse 48 heures, je double le prix, quoi. Mon prix habituel, c'est pas celui-là. Je peux proposer cette garantie que à X personnes, etc. Vraiment, la scarcity, donc l'effet de rareté, c'est une technique qui est utilisée en marketing pour susciter le sentiment d'urgence et d'exclusivité chez les consommateurs. Donc l'idée derrière cette stratégie, c'est de créer une pression psychologique sur les clients potentiels en les incitant à agir rapidement. Voilà. Donc c'est ça vraiment l'idée. Après, il y a des conditions qui rendent l'offre plus efficace aussi. Une chose dont je me suis aperçu au fur et à mesure du temps, c'est qu'il y a des conditions de travail qui peuvent rendre votre offre plus efficace et d'autres qui la rendent moins efficace. Je vais m'expliquer. Par exemple, proposer des prestations incomplètes qui vont tourner juste autour de création, de publication, d'interaction avec la communauté, c'est pas vraiment intéressant. Parfois, c'est le client qui souhaite ça, parfois c'est les CM qui le proposent, mais dans tous les cas, c'est pas très intéressant. Et finalement, vos clients, ils peuvent juste prendre un créateur de contenu graphiste ou un assistant qui répond aux messages. C'est pour ça que moi, je vous conseille toujours de faire une offre la plus complète possible et de ne pas faire des packs ou faire plusieurs offres parce que ça ne sert à rien, vous vous tirez une balle dans le pied. Les personnes, des fois, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles vont vouloir l'offre la moins chère, sauf que la moins chère, c'est la moins complète, c'est celle qui va avoir le moins de résultats.
et donc ils vont pas être contents, ça va être incomplet, et du coup faites juste une offre la meilleure possible, et voilà. Ne faites pas des packs ou plusieurs offres, ça sert à rien dans la plupart des cas. Ce qui va vous intéresser, c'est de pouvoir gérer le plus de choses possible. La stratégie en passant par la créa, l'animation de la communauté. En fait, vous devez avoir le moins de communauté possible, et votre offre, ça doit être un mélange de stratégie. Et en fait, si vous pouvez être indispensable à la personne, c'est le mieux. Hein. Vous devez prendre le plus de place dans son écosystème. Vous devez vraiment être le chef de l'écosystème organique de ces réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas là, putain, les réseaux sociaux ils tournent plus, c'est compliqué. Moi aujourd'hui, mon objectif c'est de pouvoir gérer toute l'acquisition possible des réseaux sociaux d'un client, afin d'être le plus indispensable possible, d'apporter un max de résultats pour lui, mais également pour moi, car c'est là que vous aurez les systèmes de rémunération les plus intéressants. Par exemple, si toute l'acquisition client des réseaux sociaux vient de vous, c'est alors intéressant de travailler aux variables, à condition que le client ait validé son offre et son marché, comme on l'a vu dans le document. Mais si vraiment ça vaut le coup, nous il y a des clients, des fois on travaille aux variables et c'est très intéressant. Alors oui, précédemment je vous conseille de vous focaliser sur un réseau social bien précis quand vous débutez, mais par la suite, une fois que vous êtes bien installé sur un, vous pouvez aller sur d'autres et gérer tout l'écosystème d'acquisition de vos clients. Parfois il y aura d'autres prestataires peut-être en place, voilà, c'est à réfléchir, mais que vous gériez un ou plusieurs réseaux sociaux, ne faites jamais des moitiés de prestations, c'est la totale ou rien. Franchement, moi ça m'est déjà arrivé de faire juste un peu d'Instagram, je fais un peu les posts, mais il y a un autre prestataire qui s'occupe d'autre chose, ou alors la personne voulait pas la prestation complète. Enfin, c'est merdique dans la plupart des cas, c'est pas intéressant, ni pour vous ni pour le client. On va faire un exemple concret. Imaginons que vous souhaitez travailler avec des organismes de formation dans le domaine professionnel. Ce sont des formations qui chiffrent vite à plusieurs milliers d'euros, voire dépassent les 10K. Si vous êtes intéressé à vous former dans des trucs un peu liés à l'État, tout ça, des formations de CM ou de freelance ou peu importe, vous voyez que c'est des formations en organisme de formation, vous venez en physique et ça chiffre vite très très haut, ce genre de choses. Et en client, c'est intéressant. Votre offre est simple, vous gérez de A à Z tous les réseaux sociaux, vous ne vous rémunérez qu'à la commission, pourront varier en fonction de leur niveau actuel. Votre objectif étant de faire entrer un maximum de clients dans leur formation. Si vous gérez à 100% de leur acquisition internet et que vous avez un variable à 2 chiffres, sur un montant à plusieurs milliers d'euros, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez gagner pour chaque client que vous amenez, par exemple sur ce type d'offre. Bien entendu, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul et c'est un niveau plus avancé, mais c'est juste pour l'exemple. Maintenant, mettons en parallèle le même client, mais avec juste une offre où vous lui faites des publications Instagram. Vous ne faites rien d'autre et l'impact sera donc moins important évidemment. Vous pouvez aussi bien gérer le Insta de A à Z et faire de l'acquisition client dessus évidemment, mais c'est le strict minimum à proposer. Imaginez si vous dupliquez ce que vous faites sur ce client sur Insta et sur d'autres réseaux sociaux. Si vous avez à faire cette acquisition sur du multiplateforme en le rendant omniprésent, en multipliant des sources de leads, ça peut être vraiment énorme. Comprenez une chose, c'est que plus vous apportez à vos clients, plus vous serez indispensable et plus vous pourrez être rémunéré. En fait, c'est vraiment le truc à retenir. D'où l'importance de bien cerner votre client idéal, celui qui vous mettra dans les meilleures conditions pour travailler. Dans notre exemple, ce client idéal est un programme de formation qui a déjà vendu des formations, mais n'a pas optimisé sa présence en ligne. Il était possible pour moi de gérer tout l'étendue de son écosystème et d'avoir des résultats. S'il débutait tout juste, ou qu'il avait déjà des prestataires en place, ça n'aurait pas été un client idéal car je n'aurais pas pu travailler dans les bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Où en est le niveau d'avancée de la personne et où en est le niveau d'avancée de votre client idéal. Si on en revient au pâtissier, peut-être qu'un pâtissier qui a du budget, qui ne s'est pas encore lancé et sur lequel il n'y a pas encore d'équipe sur le digital, c'est le client idéal. Par contre, un pâtissier qui s'est déjà lancé sur les réseaux sociaux, qui a déjà une équipe, et quand bien même vous pouvez travailler avec lui, c'est peut-être pas encore le client idéal parce qu'au final, il y a des choses que vous ne pourrez peut-être pas faire, et il y aura peut-être déjà une équipe dessus, ou voilà. Donc, des fois, il y a le niveau d'avancée du client qui est aussi à prendre dans le client idéal. Une dernière chose également, et surtout aujourd'hui avec l'avancée de l'IA, c'est que si vous ne pouvez plus avoir à dépendre des clients, c'est vraiment le top. Je m'explique, pendant une période, je travaillais exclusivement avec des clients en personal branding, c'est-à-dire leur image de marque personnelle, leur tête, leur voix, leur nom, leur prénom, et leur entreprise, c'est eux en fait. Voilà, un coach en ligne, son entreprise, c'est lui. S'il n'y est plus, les clients achètent pour lui, s'il n'y est plus, ils n'achètent plus. C'est une cible très intéressante, mais malheureusement, beaucoup ont un gros défaut
qui est très compliqué à gérer. S'ils n'ont pas décidé de vous écouter à la lettre, s'ils ont décidé qu'ils n'avaient pas le temps, l'envie de vous fournir un contenu ou de faire XY stratégie prévue, eh bien cela baisse drastiquement l'efficacité de votre offre. S'ils vous fournissent du contenu qui n'est pas à la hauteur et qui ne font rien pour s'améliorer, c'est pareil. Donc ça, c'est un problème assez récurrent sur cette cible. Clou du spectacle, certains sont capables de venir vous demander pourquoi ça ne fonctionne pas à la hauteur de leur espérance, comme s'ils n'avaient pas conscience d'être le problème. Et une personne forte en personal branding peut faire de très grandes choses, mais malheureusement, beaucoup assument très mal ce statut car il n'est pas fait pour tout le monde. Beaucoup le font un peu par défaut, mais c'est une vraie connaissance drainée par un vrai pourquoi qui fait qu'une personne le développe avec succès. De ce fait, il était compliqué pour moi, avec un bon nombre de clients, de faire parfaitement tout ce que je voulais. Et les seules fois où j'y parvenais, c'était lorsque je trouvais le client idéal pour ce type de profil. Et comme par magie, là, ça fonctionnait. Donc par la suite, moi, j'ai décidé de trouver des cibles sur lesquelles je ne dépendais pas de leur image et ou de leur présence pour avancer. Et être complètement indépendant du client pour avancer, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc retenez ces deux choses. Créer des offres qui sont soit indépendantes du temps et de l'énergie du client, soit trouver un client prêt et motivé à investir son temps et son énergie pour faire du bon boulot. C'est les deux choses. Si vous ne les avez pas, ça va être très compliqué aussi de travailler avec le client. Si vous trouvez un client dont vous allez dépendre en partie qui est intéressé, mais vous fait comprendre que parfois ça va être compliqué de vous fournir X ou Y chose, soyez bien clair sur les inconvénients et cela va vraiment impacter la prestation. Expliquez ce que vous pouvez faire dans des conditions et ce que vous ne pouvez pas faire dans d'autres conditions. C'est important que tout soit bien cadré avant de commencer et ça évitera les surprises et les mécontentements. Avec ce qu'on a vu là, vous êtes capable de créer maintenant votre offre sur mesure pour votre cible. Mais si vous désirez aller encore plus loin, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est une formation de presque 3 heures sur comment créer et développer votre activité de community manager.